Ok. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être venu. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis David, je suis dev full stack freelance depuis 12 ans et je suis un peu centré sur les problématiques de test, d'architecture, de qualité de code. J'aime bien aussi l'agilité, enfin tous les sujets un peu connexes. Donc, on va parler ce soir de la clean architecture et des tests unitaires. Vous n'hésitez pas à me dire si je passe trop vite sur les slides, si vous voulez revenir sur des trucs, si je parle pas assez fort, vous n'hésitez pas, je me vexerai pas. Je vais vous présenter ma manière de bosser là-dessus. Je suis pas très dogmatique, donc c'est une des manières parmi 200 autres. Donc l'idée, c'est que je vous présente ma manière de bosser, ma manière de fonctionner là-dessus, et puis on peut avoir après un débat sur s'il y en a qui ne sont pas d'accord, s'il y en a qui ont des points de vue un peu différents, ou quoi. Donc, on va parler de la clean architecture et des tests unitaires, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut les vulgariser, et de voir une manière simple, entre guillemets, de les aborder. Donc avant de démarrer, on va parler un petit peu de l'orga qui est Bordeaux.js, avec Florian. Merci pour l'invite. Merci à tous les participants pour cette rentrée. Et merci à Philippe aussi de nous accueillir. On a un meet-up. Et merci à Plop de sponsoriser l'event. Sans qui on n'aurait pas d'apéro ce soir. Et de pizza. Petit mot sur Plop, donc, que je vais présenter rapidement. Alors, je suis pas vraiment relié à Plop, c'est-à-dire que je bosse pas avec eux pour l'instant. A priori, on va bosser ensemble assez bientôt, mais je vais quand même les présenter. Donc, Plop, c'est un bureau de développeurs qui est de taille familiale, on va dire, qui est situé au bassin à flot. Ils bossent beaucoup avec des industriels. Donc, l'idée pour eux, c'est de bosser avec l'industriel pour avoir des projets qui sont quand même assez gros et assez longs dans le temps. Ils sont surtout centrés sur le web, mais ils ont quand même pas mal de choses un petit peu connexes pour s'amuser un petit peu. Donc, ils font de l'IoT, ils font de la blockchain, des puces RFID, du NFC, etc. Donc, pas mal de sujets connexes, même s'ils restent centrés sur le web. C'est une boîte qui se développe quand même pas mal, donc ils sont en phase un petit peu de recrutement aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis le mail de Jordan qui est le directeur qui gère Plop. Donc n'hésitez pas si vous voulez échanger, si vous êtes en recherche ou à lui envoyer un mail, il est très sympa. Et échanger éventuellement sur vos CV ou sur ce qu'il propose. Voilà pour le petit mot sur le sponsor Plop. Donc on va démarrer par un petit peu les idées reçues qu'on a sur que beaucoup de personnes ont sur la clean architecture et les tests unitaires. Et notamment sur les tests unitaires. Donc souvent, quand on parle de tests unitaires, on voit une définition qui revient très régulièrement. Elle sort d'AWS, donc c'est quand même quelque chose d'un peu établi, AWS. Donc là, sur le site d'AWS, que j'en ai sorti, c'est une définition qui dit grosso modo, un test unitaire, c'est un test qui va tester une fonction, une classe. Voilà, grosso modo, ça c'est la définition un petit peu communément admise des tests unitaires. Les contraintes ou les problèmes que moi j'ai, alors pas que moi, mais c'est pas moi qui ai inventé ces contraintes, mais qui me posent souci avec cette définition et leur mise en place, c'est que à partir du moment où on dit qu'un test unitaire c'est une méthode ou une classe et qu'on doit forcément la faire corréler avec un test, c'est que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des méthodes privées? Comment on les teste? Là, on va rentrer dans un truc où on va utiliser des réflexions, des machins pour essayer de tester les méthodes privées, et ça peut déjà vite devenir le bordel. Ensuite, on va avoir une stratégie de mock, parce que si on dit un test, ça cible une classe ou une fonction, comment est-ce qu'on fait pour découpler cette fonction et pour pouvoir la tester uniquement, en isolation? Donc pour ça, en général, on met en place une stratégie de mock, sauf qu'à partir du moment où on fait ça, si on a notre classe qui dépend de beaucoup d'autres classes, on va avoir beaucoup de mock. Et ça devient compliqué à maintenir. Et surtout, si jamais je me dis je veux changer le design de mon code, je veux faire de la refacto, je veux l'améliorer, je veux utiliser, je sais pas, le DDD, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais en fait, on va rentrer dans un truc où, tiens, j'avais un test, une classe, j'ai créé une nouvelle classe, il faut que je refasse un test. Et mon premier test, finalement, il ne teste plus la même chose. Donc là, on va venir modifier les tests, les casser parce qu'on a fait de la refacto, ou alors, justement, ce qui m'est déjà arrivé dans certains projets, quand j'avais une notion des tests qui était un peu plus reliée à celle d'AWS, c'est qu'au final, je ne refactorisais plus le code parce que j'avais peur de faire péter les tests. Et ça, c'est quand même une grosse problématique parce qu'en fait, les tests unitaires, si on part du principe que les tests unitaires sont un frein un petit peu à la refacto, ça entraîne, on fait plus de... Enfin, les tests unitaires, du coup, ça nous empêche de faire de la maintenance correcte, de développer correctement et de refactoriser correctement. Et donc ça, c'est un peu l'inverse finalement de ce que c'est être censé
être un test unitaire. Ensuite, sur la clean architecture, quand on parle de clean architecture, on voit souvent ce genre de schéma. Alors là, j'ai fait exprès de prendre le schéma le plus compliqué possible qui présenterait la clean architecture, avec, on voit beaucoup de discours aussi, si vous ne faites pas de la clean archi, vous n'êtes pas un vrai dev, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un vrai dev, etc. Et ça me pose souci, ce genre de schéma, parce que ça complexifie une notion de la clean architecture qui, à la base, est quand même relativement simple. Mais c'est vrai que quand on voit ce schéma, enfin moi, ma réaction quand j'ai vu ce genre de truc, c'est qu'est-ce que c'est ce bordel? Enfin, c'est une usine à gaz, c'est hyper compliqué à maintenir. Et on ne voit pas trop d'intérêt à faire quelque chose d'aussi complexe. Donc souvent, avec une architecture, avec ce genre de schéma, on imagine énormément d'interfaces et d'abstractions. Donc un truc où finalement, on ne sait plus trop dans quoi on bosse, il y a des dossiers partout, c'est quoi, on parle d'infrastructure, de domaine, d'application, parfois on parle de port, d'adapteur, on va avoir une notion de domaine parfois qui se mélange avec une architecture, d'hexagone, de query, de commande, de driver, etc. etc. Et là, on se dit, en fait, c'est quoi cette usine à gaz qu'on va créer? Souvent, on se dit, surtout pourquoi, en fait, pourquoi faire? Donc souvent, on se dit, ça ajoute peu de plus-value finalement par rapport à la complexité de la mise en place, donc on ne le fait pas, ou on se dit, la clean architecture, non, c'est overkill, ça ne sert à rien. C'est des choses que j'ai déjà entendues, que j'ai moi aussi, quand j'ai commencé à mettre en place la clean architecture, je ne voyais pas trop l'intérêt du truc. Donc on va prendre un petit peu un recul par rapport à tout ça, toutes ces notions techniques, on va essayer de se recentrer sur ce qui est important finalement, c'est le métier, les besoins métiers. Donc, quand on développe une application, finalement, le côté technique, qu'est-ce que j'utilise comme archi, comme design pattern, etc., c'est secondaire. Ce que nous, on développe quand on développe des applications, c'est qu'on développe des applications pour des besoins métiers, pour répondre à une problématique métier. Donc, c'est ça le plus important, c'est les besoins métiers, le métier. Donc, on va partir d'un exemple qui va être simplifié, évidemment. Je n'ai pas mis forcément du vrai code, je n'ai pas forcément toutes les complexités d'un vrai code sans même, mais c'est juste pour illustrer mon discours. Et donc, on va partir d'une application e-commerce, parce que je pense que ça parle à peu près à tout le monde, le e-commerce, et on va définir des besoins, encore une fois simplifiés, qui vont être définis avec une user story. Donc une user story, c'est en tant que je veux afin de. Souvent, on exprime les spécifications d'un logiciel, d'une application comme ça. Donc là, ma user story pour l'ajout au panier, pour une fonctionnalité d'ajout au panier dans un e-commerce, ça serait en tant que client, je veux pouvoir ajouter un produit à mon panier afin d'effectuer une commande. Donc relativement simple. On va dégager ensuite, alors quand je dis on, c'est le PO, le dev, éventuellement le client final, enfin bon. On définit les règles métiers. Donc si le produit existe déjà dans le panier, sa quantité elle est incrémentée. Donc si j'ai un panier avec déjà un livre, si j'ajoute un deuxième livre, ça ne fait pas un livre, ça fait un deuxième livre. Le montant du panier, c'est le montant cumulé de tous les items du panier. C'est logique jusque-là. Et on va mettre une règle métier qui sera une limite de 5 produits maximum par panier. 5 produits maximum. C'est un peu arbitraire, évidemment, c'est pour illustrer mon propos, mais c'est vrai que ça arrive, je sais pas, moi j'ai l'exemple de la PS4 ou 5 quand elle est sortie, pour éviter la spéculation, sur certains sites, on ne pouvait pas acheter plus de 2 PS5. Donc c'est un peu arbitraire, mais ça peut arriver, ce genre de règle métier. De ça, cette user story et ces règles métiers, dans les processus, on peut avoir parfois un dégagement de scénarios d'exemple. On peut utiliser des ateliers qu'on appelle comme l'example mapping ou autre, qui nous permettent de dégager des scénarios un peu plus réels, parce que finalement, la user story, c'est un peu abstrait. Les règles métiers, c'est pareil, elles sont un peu abstraites. Là, c'est plus réel, c'est-à-dire, OK, je vais dégager des exemples par rapport à mes règles métiers et ma user story pour dire, OK, si moi je suis un client et que j'ai un panier vide, quand j'ajoute ce produit-là de tel montant, dans ce cas-là, le montant du panier il est de 20 €. Comme ça, on a quelque chose d'un peu réel, un exemple un peu réel sur lequel on peut discuter, OK, et on peut se dire, qu'est-ce qui peut se passer mal, comment le logiciel doit réagir s'il se passe ça, si telle règle métier elle est violée, etc. Une autre règle métier, qui serait elle plutôt une règle métier un scénario de refus, c'est dire, étant donné que mon panier contient déjà 5 produits, si j'ajoute un nouveau produit, le produit cahier, au prix de 2 €, donc le prix de 2 €, il n'a pas d'intérêt, j'aurais pu le sortir d'ailleurs, il n'ajoute rien au scénario. En tout cas, l'idée, c'est de dire l'ajout du produit, il est refusé, parce que j'ai déjà atteint mes 5. OK. Donc ça, c'est mes règles métiers. Finalement, ça, c'est mon métier. Pour l'instant, on voit d'ailleurs que sur les user stories et les scénarios, on ne parle pas du tout de détails techniques. L'idée, c'est d'essayer de se décorréler de l'UI, de dire, c'est pas quand je clique là, alors tel pop-up s'ajoute. Non, on se base sur le métier. On essaie de faire nos user stories. En tout cas, moi, j'essaie de faire mes user stories et mes scénarios, décorrélés de tous les scénarios techniques, la base de données, etc. Tout ça, c'est des problématiques à part. Je vais me centrer sur le métier. Et je vais me dire, si jamais c'est pas un logiciel que je développe, mes scénarios, ils ont quand même du sens. C'est-à-dire que même si c'est un business par téléphone, finalement, ça, je peux le faire aussi.
Donc la première implémentation du code qu'on peut faire de ça, alors c'est du pseudocode, c'est un peu naïf, il doit y avoir du typage qui n'est pas bon, j'ai simplifié la gestion des produits et de ça, c'est pour illustrer. Il y a peut-être quelques petites coquilles de code, c'est juste pour illustrer. Dans l'idée, c'est plutôt du TS, dans l'idée, c'est plutôt sur une stack Nest, mais ça peut s'appliquer à peu près à n'importe quoi. Donc on imagine une entité order item qui contient le nom d'un produit et une quantité. Donc ça sera nos lignes de panier, finalement, nos items dans le panier. Et on imagine une entité order qui contient une liste d'order items et un prix total. Je n'ai pas dégagé d'entité product. Évidemment, sur un vrai logiciel, il y aurait une entité product. Là, c'est pour simplifier. Ensuite, on aura souvent, si on part sur une stack Nest ou même sur d'autres stacks, une validation des données. On pourrait, encore une fois, avoir, ça ne dit pas qu'on l'aurait, mais on pourra avoir une validation des données en amont du contrôleur qui vient dire, OK, si telle donnée a été envoyée par la requête, je peux directement dire que c'est bon, pas bon, et renvoyer un message d'erreur. Donc ça, c'est beaucoup de frameworks le proposent. Donc là, c'est le fait de se dire, si donc dans la requête, je dois envoyer, dans le body de la requête, je dois envoyer un nom de produit qui est une chaîne de caractères, un prix qui est un number, etc. Et surtout, là, on voit que déjà, sur la quantité, il y a une petite annotation max à 5 qui dit je ne peux pas envoyer un nombre de produits, une quantité de produits qui est de 6 ou quoi. Sinon, déjà, mon validator, ma classe validator, il va dégager, enfin, il va bloquer ma requête et il va envoyer une réponse négative. Donc ça, on voit qu'on a déjà un peu de métier, un peu de logique métier qui est placé ici. Ensuite, on pourrait avoir un contrôleur qui ressemblera à peu près à ça. Alors j'ai sorti quelques parties, l'authentification, la vérification que le client est vraiment un customer, enfin un client. Et j'ai essayé de me centrer sur l'essentiel. Alors c'est un peu petit, je suis désolé. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai une commande que je récupère avec un repository. Je vérifie mes items, donc les items envoyés par le client. Donc, je ne sais pas, sur un front React, Angular, n'importe. Je récupère les items envoyés par le client. Je regarde si les items qui ont été envoyés par le client, leur quantité plus celle qu'il y a dans la commande actuelle, elle est supérieure à 5. Donc le client, je ne sais pas, il envoie livre, il envoie une quantité de 2. S'il a déjà une commande avec une quantité de cahiers à 4, en fait, là, ici, j'ai mon erreur qui est envoyée. Et ensuite, j'ai un système d'ajout au panier. Et là, on se dit, tiens, sur le système d'ajout au panier, finalement, ça va être le même pour la création de commandes, pour la modification de commandes, et éventuellement pour X ou Y autre fonctionnalité. Et du coup, là, on pourrait se dire que c'est une bonne idée de dégager un petit service utilitaire qui fait cette action-là, pour éviter de dupliquer le code. Notamment avec le principe dry, don't repeat yourself, qui est parfois un peu utilisé à tort et à travers, mais on pourrait se dire, c'est une bonne idée. Et donc, mon contrôleur, là, finalement, entre l'entité, le contrôleur et le DTO, j'ai mes règles métiers qui sont validées. En tout cas, celle que je veux cibler ici, qui est le calcul du panier, le calcul du montant du panier. Et enfin, j'ai mon service, qui est un petit peu dégueulasse, mais c'est un petit peu fait exprès, qui va prendre en entrée la commande, le nom du produit envoyé par le client, le prix et la quantité, qui va l'ajouter, enfin, qui va regarder si le produit existe dans la commande déjà. S'il existe, il va incrémenter la quantité. S'il n'existe pas, il va créer une ligne de commande pour ce produit. Et enfin, on met à jour le total de la commande en disant le prix total, il est égal au prix total actuel, plus le prix du produit multiplié par la quantité demandée. Ça va sur le code? Donc ça, c'est une implémentation naïve, mais ça arrive quand même assez souvent qu'on ait ce genre de truc. Il n'y a rien de catastrophique, mais l'idée, c'est qu'on part de cette implémentation-là, qu'on la modifie progressivement, qu'on essaie d'analyser les problématiques qui sont sur que je trouve sur ce genre de code, et qu'on la tourne progressivement pour pouvoir tester les règles métiers correctement. Donc moi, les problématiques que je vois là-dessus, c'est que premièrement, il y a une fragmentation de la logique métier. J'ai une règle de max 5 qui est dans le class validator, donc qui se fait avant même que le contrôleur récupère les données. J'ai pas vraiment de distinction entre ce qui est de mon outillage, c'est-à-dire le framework, le class validator, éventuellement le service, et la logique réellement métier. Donc ma logique métier, mes règles métiers, elles sont validées, mais à plein d'endroits différents. Là, j'en ai que 3, c'est un exemple méga simple, mais ça peut être dispatché sur 10, 15 fichiers différents. À partir du moment où c'est dispatché sur 10, 15 fichiers différents, le debug, il risque d'être un peu compliqué. Si mon PO, il me dit, finalement, c'est plus 5 dans le max d'item, mais 6, je vais devoir aller fouiller dans le code pour savoir, attends, à quel endroit je valide ça? À quel endroit je le fais? Et ne pas oublier que finalement, c'est fait dans le validator, mais aussi dans le contrôleur. Et si j'en oublie un et pas l'autre, en fait, ça va foutre la merde dans le logiciel, je vais avoir des bugs, etc. Et aussi, si on veut rentrer dans une logique de test,
finalement, qu'est-ce qu'on va tester ici? Je vais tester le service, parce qu'il y a la logique métier, je vais tester le contrôleur, parce qu'il y a aussi de la logique métier. Est-ce que je teste le DTO? Comment est-ce que je vais faire pour tester le DTO? Ça va être hyper compliqué, c'est des annotations, c'est du framework. Est-ce que je teste l'entité? En fait, on est obligé de chercher, de réfléchir et finalement de mettre en place casse-test pour tester tous les éléments. Parce que, avec la définition communément admise, un test, c'est une classe. Donc, la problématique, enfin les questions que je vais me poser, c'est OK, qu'est-ce que je veux tester? Comment est-ce que je le vérifie? Finalement, qu'est-ce que je veux vérifier? Si je vérifie le service ou le DTO, c'est quoi que je veux vérifier à la base? Qu'est-ce qu'on attend des données? C'est-à-dire qu'est-ce que j'attends que mon service fasse finalement? La structure aussi, si je fais une classe, un fichier, et que je modifie finalement, je fais un test pour mon service, je le modifie, mais mon test il est foutu. J'ai plus les mêmes paramètres, j'ai plus la même signature, j'ai plus la même valeur de retour. Donc mon test finalement il part à la poubelle, j'en recrée un autre. L'idée en fait c'est de se dire si un test il vient tester juste la structure de notre code, c'est quoi la plus-value en fait? C'est moi ce qui est important dans le logiciel, c'est le métier, c'est la logique métier. Si je viens tester quelque chose par sa structure, finalement je teste plus le métier, je teste ma structure. Si ma structure elle change, mon test il a plus de sens. Moi je veux avoir un test qui a du sens d'un point de vue métier. Même si ma structure change, je m'en fous. Quand j'allume mon ordi, j'appuie sur le bouton, ce qui se passe à l'intérieur, je m'en fiche un peu, je veux juste que mon ordi s'allume. Mais dans les tests unitaires, ça va être pareil. C'est pour ça qu'on va voir que la logique, la définition d'unité, finalement, elle n'est pas vraiment celle qu'on prend, ou en tout cas, selon le point de vue qu'on prend. J'ai anticipé cette slide. Donc, tester la structure, elle n'a pas de plus-value. Où est la plus-value? L'idée, c'est de la retrouver dans le métier. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour tester la logique métier réellement? La première étape qui paraît assez logique, finalement, c'est que si on veut tester le métier, il faut l'isoler. Donc, on va essayer d'isoler et de regrouper un petit peu tout le code métier, la validation, la vérification des règles métiers. Ça, c'est une étape qui est relativement simple à faire, sans même parler de cleanarchy ou quoi. C'est qu'en fait, on va créer un système où on a un fichier qu'on peut appeler, et encore une fois, c'est une dénomination qu'on utilise souvent, mais ce n'est pas obligatoire, on peut appeler un fichier de use case et qui va venir un peu encapsuler, regrouper la logique métier. Le contrôleur, lui, à bas son taf, le contrôleur, c'est de gérer la requête et la réponse. HTTP, c'est pas autre chose en fait. Lui, il est censé faire que ça. Il gère la requête, il valide certaines données. Est-ce que c'est bien une string? Est-ce que c'est bien un booléen? Est-ce que j'ai des données à récupérer, etc. Il renvoie une réponse avec un statut, etc. Ça, c'est son rôle. Le reste, c'est pas vraiment de son ressort. Le use case, lui, il va contenir toute la logique métier. Alors, on verra qu'il y a une petite nuance à ajouter, mais en tout cas, il va piloter cette logique métier, il va l'orchestrer. Donc, on va essayer de la regrouper dans ce fichier-là. Et enfin, le repository, bon, ça ne bouge pas par rapport à tout à l'heure, c'est qui gère la persistance, récupération, enregistrement, etc. Donc, l'idée d'un use case, comme je disais, c'est qu'il va orchestrer la logique métier. Premièrement, enfin, en général, il va utiliser le repository pour récupérer, par exemple, la commande, ou l'élément qu'on veut modifier, ou l'élément qu'on veut récupérer, etc., supprimer. Il va vérifier les règles métiers. Il va mettre à jour l'état du système. Dans notre cas, l'état du système, c'est la commande, c'est l'order. Donc, si j'ajoute un produit, finalement, il faut que je mette à jour l'état de ma commande pour ajouter le produit. Et je mets à jour le prix aussi. Donc, je modifie l'état de ma commande. Et enfin, vu que mon état de commande a été modifié, je la réenregistre. Et pour ça, pour la réenregistrer, il utilise le repository. Donc ça, finalement, ça va être un peu ce que va faire notre use case pour l'ajout d'un produit dans le panier. Là, c'est pareil, c'est un peu petit. Nickel. Donc ça, c'est pareil, une implémentation un peu naïve enfin naïve. En tout cas, une implémentation pas finie du use case, mais grosso modo, on voit qu'ici, effectivement, notre use case, il récupère le repository, la commande via le repository. Il vient vérifier la règle métier de 5. Si j'ai déjà 4 éléments au panier, que j'en rajoute 2, j'ai une exception qui est renvoyée. Il vient regarder si pour le produit demandé, ça existe déjà dans ma commande. Si oui, il met à jour la quantité. Sinon, il crée la ligne de la commande. Il recalcule le prix total. Et il save for user. J'aurais dû modifier ça, c'est pas save for user, c'est juste save. Pardon. Et donc, il vient sauver la commande dans le repository, généralement une base de données. C'est bon pour vous, jusqu'ici? Donc, on a ni plus ni moins juste regroupé tout ça dans un fichier. Pour l'instant, rien de très très complexe.
Et le use case, en fait, on voit ici qu'il représente la user story. Il y a comme un effet un peu de miroir, finalement, entre ce fichier de use case et la user story. C'est-à-dire que mon use case, si je regarde, il s'appelle add to order use case. Donc, il représente finalement la fonctionnalité, la user story d'ajout au panier. Et il fait tout ce que fait la user story de l'ajout au panier. Il vérifie tous les scénarios possibles, il vérifie toutes les règles métiers, et tout ça, c'est centré dans ce fichier-là. Donc on a toute notre fonctionnalité, comme je disais, qui était encapsulée finalement dans ce fichier. Quand on commence à mettre en place un système où on a des use cases qui représentent les fonctionnalités, on se retrouve assez facilement avec une architecture qu'on appelle la Screaming Architecture. Ce qui veut dire, en fait, la Screaming Architecture, c'est une architecture, comme le nom l'indique, qui va crier son intention. C'est-à-dire, finalement, si j'ai toutes mes user stories qui sont listées par des fichiers, si je veux modifier une fonctionnalité, une règle métier ou autre, je sais où aller chercher. C'est là-dedans, en fait. Je n'ai pas besoin de me poser la question, c'est dans le contrôleur, c'est dans l'entité, je sais où est-ce que c'est. Donc la fonctionnalité est facilement repérable dans mon architecture et elle est facilement modifiable. À la différence qu'on a une architecture orientée technique, sur les docs par exemple de Symfony ou d'autres, souvent on a une architecture qui est orientée technique avec un dossier entité, un dossier listener, un dossier contrôleur. En fait, on a tout qui est dispatché et qui est trié par technique. Et encore une fois, la technique, c'est secondaire. Nous, ce qu'on veut, c'est le métier, le faire apparaître réellement dans notre architecture. Donc la logique métier, elle est regroupée dans le use case. Maintenant, on se repose la question, OK, si je veux tester mon application, si je veux tester ma logique métier, comment est-ce que je vais tester? On garde ce postulat de base qui est un test, une méthode. Bon, on dit facile. Enfin, un test ou une méthode, une classe, facile. J'ai mon use case qui regroupe tout. Je vais pouvoir tester mon use case. C'est bon pour moi. Sauf qu'en fait, il y a une petite nuance. Le use case, en fait, il peut déléguer. Et même, il doit déléguer. C'est-à-dire que quand on a un use case, j'ai dit qu'il va piloter et orchestrer la logique métier. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va forcément toute la valider. Imaginons que j'ai 200 scénarios pour une logique métier, je ne vais pas avoir un use case qui fait 200 lignes, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, 2000 lignes, ça n'a pas vraiment de sens. Donc le use case, généralement, il peut demander aux entités ou à des services, qu'on peut appeler domaine service, de prendre en charge une partie de la logique métier. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des constructeurs, je sais pas, on peut utiliser des factory méthodes, ce que vous voulez comme design, des méthodes riches dans notre entité pour venir gérer l'ajout au panier. Par exemple, dans mon order, je pourrais avoir un constructeur où je dis que quand je crée une instance d'order, je lui envoie le produit et la quantité, et lui, il gère la logique métier. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Donc on voit ici que le use case, il peut déléguer. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais il peut. Et du coup, ça veut dire, en fait, s'il peut déléguer et qu'un test, c'est une classe, on re-rentre dans la même logique que tout à l'heure, dans la même problématique. On va devoir faire des mocks, on va devoir dispatcher en plein de fichiers, où est-ce qu'on va retrouver notre logique métier, comment est-ce qu'on va faire pour la tester, parce qu'un test est égal à une classe. En fait, finalement, on revient sur les mêmes problématiques, et on se dit, en fait, ça ne nous a servi pas à grand-chose d'isoler notre logique métier. Je vais vous présenter quelqu'un, donc le gars avec le chapeau. Il s'agit de Kent Beck. Donc Kent Beck, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le gars, donc il a été à l'origine, enfin c'est un dessinateur du manifeste agile, qui pose les bases de l'agilité, rien que ça. Il a été auteur de 2 livres qui sont des classiques sur le sujet, notamment Test Driven Development, donc TDD by Example, et Extreme Programming Explained, donc le terme XP c'est Extreme Programming, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu apparaître, le terme XP Programming. Ça a été le gars qui a créé le premier framework de test orienté objet, en 89. Donc c'était sur du Scala. Et ensuite, avec comment il s'appelle, Eric Gama, il a co-créé JUnit, pas le groupe de rap avec 50 Cent, mais il a créé le framework de test pour Java, en 89. J'étais même pas né. Donc on peut dire, c'est clairement pas Joe le rigolo, le gars, c'est vraiment une autorité en matière de test et de TDD. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, sur les tests unitaires, en fait? Et qu'est-ce qu'il dit depuis le début, finalement, et qui s'est senti obligé de rappeler avec un tweet il y a quelques années? Donc, ce qu'il nous dit, c'est un test, il doit être couplé au comportement du code et découplé de la structure. Et ça, c'est méga important, en fait. Un test unitaire, c'est quand même... On est quasiment tous d'accord dans le monde dev pour dire que Kent Beck, c'est une autorité en matière de test unitaire et de TDD. Il dit, un test, il doit être découplé du code, de la structure du code. Enfin, pas découplé du code, mais de la structure du code. C'est à l'inverse total de la définition de AWS. Si un test est égal à une classe, le test, il est couplé à la structure du code. Si je change ma structure, mon test, il pète. Donc lui, il nous dit vraiment l'inverse. Et il n'a pas arrêté de le répéter, dans ses bouquins, à aucun moment, il dit un test, une classe. Donc ce mythe un peu d'un test, une classe,
il vient un peu, parce qu'il y a différents courants de tests, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a le classicisme, la Chicago School, London School, etc., le mockisme, qui voient les tests d'une certaine manière et qui le font d'une manière un peu différente. Mais en tout cas, sur les tests unitaires classiques, c'est cette définition qu'il faut prendre en compte. On peut avoir d'autres stratégies de tests, mais c'est celle-là quand même qui fait foi pour la majorité des tests. Unitaires, je parle. Donc, ce qui veut dire qu'avec un test unitaire, finalement, s'il est découplé du code et couplé au comportement attendu, c'est le comportement, c'est la logique métier, finalement, c'est le métier, on va tester le quoi et on ne va pas tester le comment. On ne va pas tester la structure, on va tester ce que fait notre code. Quand on lui donne ça, il doit renvoyer ça. Les détails internes, finalement, on s'en fout. Donc un test, il peut traverser plusieurs classes. Et ça, c'est méga important, ça change tout en fait. Un test unitaire, il peut traverser plusieurs classes. Il va vérifier le comportement attendu. Le comportement attendu, c'est quoi? Finalement, on l'a dégagé avec notre PO à la base. C'est quand le comportement attendu, c'est notre user story, c'est notre scénario. C'est ça le comportement attendu. Donc notre test unitaire, il va vérifier ça. Et il est indépendant de l'implémentation, c'est-à-dire, encore une fois, il ne se soucie pas de la structure interne du code. Ce n'est pas son boulot, lui, il se concentre. Je mets ça en données en entrée. L'utilisateur, il est censé envoyer ça. La commande, elle est censée répondre comme ça. Okay. Donc, ça veut dire que finalement, notre test, il vérifie la logique métier en utilisant le use case. Il ne se soucie pas des détails internes. Si notre use case il traverse plusieurs classes pour valider les règles métiers, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème du test. Et du coup, on peut refactoriser. Une fois qu'on a mis en place le test unitaire, on peut refactoriser notre use case, lui rajouter une classe, lui rajouter 2, 3 classes, déplacer la logique dans l'entité, faire ce qu'on veut. Notre test, il n'est pas censé casser, parce qu'il est couplé au comportement et pas à la structure. La seule chose pour laquelle notre test va péter, c'est soit j'ai modifié les règles métiers, j'ai modifié le comportement, donc forcément mon test, il t'a modifié, parce que j'attends plus la même chose, ou alors c'est si je modifie la signature du use case. Mais vu que notre use case, finalement, ce qui prend en entrée, c'est ce qu'on a défini dans le scénario, c'est-à-dire un produit, une quantité. Si notre logique métier ne change pas, il n'y a pas de raison que sa signature elle change au use case. Donc on va commencer à bosser sur un test unitaire, progressivement. Donc ça, c'est un exemple en Vitest, Jest, n'importe, souvent les frameworks de test, ils possèdent un petit peu la même syntaxe. Donc on va mettre un petit describe pour décrire ce qu'on veut faire, user story, ajout au panier. Et on va faire un premier test, et notre test, finalement, son nom, ça ne va pas être quelque chose qu'on va inventer, ou qu'on va se dire en fonction de ma structure de code, je vais lui mettre ça en nom de test. Non, notre test, son titre, ça va être le scénario qu'on a défini en amont. Donc le scénario montant après ajout d'un produit au panier. Donc c'est, étant donné que je suis un client avec un panier vide, quand j'ajoute un produit à 20 €, mon total, il doit être de 20 €. Et donc on voit finalement que notre scénario, il vient valider si notre test et notre code, il est bon ou pas. Donc le scénario, ça devient en fait ce qu'on appelle la definition of done, ou en tout cas en partie la définition of done, le critère d'acceptation de la fonctionnalité. Si notre test pour ce scénario il passe, ça veut dire qu'a priori notre scénario, au niveau métier, il est implémenté. Et notre code, il devrait fonctionner comme attendu. Le test, souvent, il va avoir 3 étapes, qui sont celles du scénario. Given, donc given, je crée un panier vide, ça c'est le postulat de base, étant donné que je suis un client avec un panier vide, donc dans le given, je crée un panier vide. Le when, quand j'ajoute un produit au panier, ça c'est l'action finalement de l'utilisateur ou du système, c'est exécuter l'action d'ajout du produit au panier. Et enfin le then, qui est finalement l'étape quasiment la plus importante, c'est je vérifie que le résultat est conforme à ce que j'ai demandé dans le scénario. C'est-à-dire que mon montant total, il est de 20 € si j'ai mis un produit à 20 € et que j'ai un panier vide. Souvent dans les tests, on va avoir, c'est pas given when then qu'on va voir émerger, c'est plutôt arrange act assert, la règle des 3 A, ceux qui l'ont déjà vu. C'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même un petit peu un effet miroir. Donc ensuite, notre test, en tout cas moi, ce que j'aime bien faire quand je crée un test sur ce genre-là, c'est que je vais mettre vraiment en commentaire ou avec des fonctions que je crée manuellement, mais là, on va les garder en commentaire. Je vais mettre en commentaire vraiment ce que j'attends, ce que mon scénario fait. Étant donné que je suis un client avec un panier vide, quand j'ajoute, et ça me permet de dire, OK, qu'est-ce que je veux faire sur chaque étape? On va vite fait revenir sur le use case, pour dire, en fait, finalement, sur la partie quand j'ajoute un produit livre au prix de 20 €, en fait, là, ce que je vais utiliser, c'est le use case, finalement. C'est lui qui ajoute un produit au panier. Donc c'est ça que je vais utiliser à cet endroit-là de mon code, de mon test. Donc le use case, il représente la logique métier, c'est vraiment le point d'entrée de notre logique métier, que ce soit pour le contrôleur, ça va être le point d'entrée de la logique métier. Encore une fois, le contrôleur, c'est technique.
il utilise le use case pour gérer la logique métier, mais le test, ça va être la même chose. Le test, il va utiliser le use case pour vérifier la logique métier. Donc le test, il est client du use case de la même manière que le contrôleur est client du use case, de la même manière qu'un système externe, s'il veut utiliser notre logique métier, il sera client d'une manière ou d'une autre de notre use case. Donc ça, c'est une première implémentation du test. Alors elle est naïve parce qu'elle ne fonctionne pas parfaitement. En tout cas, ce n'est pas vraiment un test unitaire que j'ai fait ici, mais ça permet de voir un peu les grandes étapes, notamment, étant donné que je suis client avec un panier vide, donc je crée un panier vide ici, un new order par exemple. Alors là, j'ai passé l'order ID comme ça, pas forcément comme ça que je le ferai, mais c'est juste pour illustrer. Je crée une nouvelle commande, donc une instance de la classe order. Quand j'ajoute un produit livre au prix de 20 €, pour ça, je vais utiliser mon use case. Donc évidemment, première étape, je vais devoir l'instancier, parce que c'est une classe. Et ensuite, je vais utiliser la méthode execute de mon use case pour lui passer les paramètres attendus, c'est-à-dire l'ID de la commande, le nom du produit et le montant. Comme ce que demandait finalement mon use case. Évidemment, sur une vraie implémentation, ce n'est pas le client qui choisirait le montant. Parce que sinon, on aurait pas mal de commandes à 0. Et du coup, qu'est-ce que je veux vérifier à la fin? Je vais vérifier que mon montant du panier est de 20 €. Dans ce cas-là, je récupère la commande renvoyée par le use case et je vérifie que son prix est de 20. Pas extrêmement compliqué finalement comme test unitaire. Il n'est pas fini, hein, donc on va rajouter un tout petit peu de complexité, sinon c'est pas drôle. Pourquoi on va rajouter de la complexité? Parce que les tests unitaires, ils sont censés avoir 3 grands principes qu'il faut respecter pour que ce soit considéré vraiment comme un test unitaire. La structure, on a dit, on s'en fout. Par contre, il y a 3 principes. C'est qu'il faut qu'il soit isolé. Isolé, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il dépende d'un état qui est déjà en place quand il démarre. C'est-à-dire notamment une base de données. Si mon test unitaire, il va taper sur la base de données, en fait, selon ce qu'il y a dans ma base de données, mon test unitaire, il va foirer ou pas. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir un test qui foire de manière un peu aléatoire. Donc, il doit être isolé. Pas de dépendance externe et d'état partagé. Alors, pas de dépendance externe, on peut le nuancer. Ça dépend des dépendances externes. Mais en tout cas, pas d'état partagé. Il doit être rapide. Rapide, c'est pas 5 secondes. Rapide, c'est quelques millisecondes. Il doit s'exécuter hyper rapidement. Pourquoi? Parce que si j'ai un test unitaire pour chaque scénario et que j'ai 3000 scénarios, ça va m'embêter de runner ma suite de tests en 45 minutes, quoi. Donc, il doit être rapide. Pour qu'il soit rapide, il ne faut pas qu'il tape sur la base de données. La base de données, c'est lent. C'est souvent là le problème des performances de l'application, c'est la base de données. Donc si notre test, il tape sur la base de données, forcément, il sera lent. Ouais. Ouais, carrément, ça va être un peu ça, ouais. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée, c'est vraiment de fonctionner comme la base de données, sans que ça fasse vraiment appel à une base de données. On va le voir juste après, ouais. Et l'idée, c'est qu'il soit déterministe. Déterministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui envoie ces données-là, il doit me renvoyer toujours la même chose. Mon test, je peux le lancer 1 fois, 2 fois, 100 fois, je peux le lancer demain, dans 6 mois. Il est censé, si j'envoie les mêmes données, me renvoyer la même chose. Donc il doit être un peu pur dans l'idée. Donc notre test, actuellement, sans le principe d'isolation, etc., il vérifie la logique métier via le use case, il ne se soucie pas des détails internes. On peut refactoriser, comme on a vu tout à l'heure, les détails internes sans que notre test pète. Il se base sur un scénario comme résultat attendu, c'est-à-dire que mon scénario, c'est vraiment ce que je veux exécuter, ce que je veux avoir comme résultat fonctionnel de mon système. Mais actuellement, est-ce qu'il est isolé, rapide et déterministe? Pas vraiment. On n'y est pas encore tout à fait. Le problème ici, le coupable, c'est le repository. Alors, le coupable, ça dépend des cas, mais là, ici, dans notre cas, dans notre système, notre test, il n'est pas isolé, il n'est pas rapide, il n'est pas déterministe, parce qu'on a la base de données. Parce qu'actuellement, notre use case, il fait appel au repository directement, et le repository, il tape sur la base de données. Donc ça, c'est une problématique pour nous, parce que on ne respecte pas ce principe d'isolement. Okay, et du coup, le test, imaginons que je run mon test une première fois, j'ai une commande order ID avec l'ID order ID qui est envoyée dans ma base de données, je run mon test une deuxième fois, mais j'ai déjà une commande avec un order ID. Donc qu'est-ce qui me dit que mon test il va marcher ou pas cette fois-là? En fait, je ne sais pas. Donc il y a un problème, on n'est pas déterministe là. Donc il va falloir réussir à s'extraire de cette base de données, en tout cas à en prendre le contrôle. La solution finalement à ça, c'est souvent l'inversion de dépendance. Donc le principe DIP. C'est un des principes de Solid, de Robert Martin, à qui on doit pas mal de choses comme la clean architecture, le clean code. Pareil, je crois que si je dis pas de bêtises, il était signataire du manifeste agile, etc. Donc c'est pareil, c'est un gars, il fait des vidéos parfois en pyjama, mais c'est un gars qui est quand même assez intéressant et assez chaud. L'idée, c'est de toujours utiliser le use case, mais de réussir à dire que quand j'appelle use case, il ne fait pas forcément appel à la base de données. Ça dépend. Ça dépend de ce que je veux faire. Donc il ne fait pas vraiment appel à la base de données, il ne fait pas vraiment appel au vrai repository.
Par contre, notre use case, il a quand même besoin d'un repository, parce que dans mon code de use case, j'ai le repository this.orderRepository save ou find by ID. Je l'ai ça, donc je ne peux pas le bouger. L'idée, c'est d'utiliser ce système, ce principe d'inversion de dépendance, pour dire que le use case ne fera pas appel au vrai repository, il fera appel à une interface. Une interface, c'est juste dire, voici les méthodes et les fonctionnalités que je veux avoir dans mon repository. Le use case, lui, il ne sait pas vraiment ce qu'on va lui envoyer comme type de repository, c'est juste qu'on va lui envoyer un truc, une classe, qui aura une méthode save et qui aura une méthode findby. S'il a ça, il est content. Mais il ne sait pas vraiment ce qui est derrière ça. Le but, c'est de gagner en flexibilité. Donc, ce que je viens de dire. Et je peux utiliser n'importe quelle classe dans l'use case tant qu'elle respecte finalement ça. Tant qu'elle respecte le fait que j'ai un findby et un save. Avec cette flexibilité, on peut se dire, finalement, en production ou en exécution normale, mon use case, il appelle le vrai repository qui appelle la vraie base de données. Aucun problème, de toute façon, j'ai besoin d'une base de données pour mon application. Donc, aucun problème qu'il le fasse sur le système normal. Par contre, en test, je vais pouvoir utiliser une stratégie de mock, ce dont tu parlais tout à l'heure, finalement, où je vais dire que dans mon système de test, mon use case, il ne va pas utiliser le repository qui est lié à la base de données, il va utiliser un faux repository. Souvent, on encapsule tous ces faux là sous le mot-clé mock. Moi, je préfère utiliser ce qu'on appelle des fakes, mais c'est des préférences. Et il va utiliser une classe qui simule le comportement de la base de données, mais sur lequel on a la main, sur lequel on a le contrôle. Et qui sera rapide, parce qu'on ne va pas écrire dans le disque dur comme avec la base de données. Ça nous permet d'avoir un comportement qui est prévisible, parce qu'on a la main sur le code du repository et du coup déterministe. Donc ça, c'est l'interface qu'on va créer. Interface order repository, on voit qu'elle a la méthode findById, on voit qu'elle a la méthode save, on voit que les paramètres sont bons, c'est juste une interface, il n'y a pas de comportement, c'est juste une signature, voilà, je la fixe sur le papier, le use case, il aura besoin de ça. Comment c'est implémenté derrière, le use case s'en fout un peu. Et ça va être mon fake, c'est-à-dire que ça va être mon repository que je vais utiliser pour mes tests. Il est volontairement simplifié, en général il sera un tout petit peu plus complexe que ça, mais l'idée c'est de se dire que j'ai ma méthode findById, j'ai ma méthode save, elles ne bossent pas avec la base de données, elles ne font pas une requête select en SQL par exemple, ou elles ne font pas une requête insert ou je ne sais pas quoi. Elles vont stocker les données directement dans un tableau. Okay, ce qu'on appelle finalement un fake in memory. C'est en mémoire. C'est-à-dire que mon test il run, la classe est instanciée, mon test est fini, la classe est détruite, j'ai plus de traces de mes données. C'est ça que je veux, moi, je veux avoir la main. Je veux que chaque test il fasse exactement la même chose et il n'ait pas d'état partagé. C'est bon pour ce bout de code? Donc mon test unitaire final, il va ressembler à ça. Given, donc étant donné que je suis client avec un panier vide, dans mon test, je vais commencer par instancier mon faux repository, mon in-memory repository. Je vais utiliser la méthode save pour sauver une nouvelle commande, qui est avec un ID order ID, mais qui est vide. Ça, c'est sauvé pas dans ma base de données, c'est sauvé dans ma mémoire de ma classe. Je reviens ici, c'est sauvé dans ce tableau-là. Quand j'ajoute un produit livre au prix de 20 €, là on a la même chose que tout à l'heure. J'utilise mon use case, sauf que la petite différence, c'est que je lui envoie le order repository in memory. Le use case, il ne va pas gueuler ici, parce qu'en fait, je lui envoie quelque chose qui respecte l'interface. Donc c'est bon pour lui. Il va faire son boulot. J'exécute ma méthode, donc avec l'order ID, l'ID de l'order que j'ai créé en amont. Je lui envoie les mêmes paramètres, et ma vérification, c'est la même. Le montant du panier, il doit être de 20 €. Donc là, je récupère la commande que j'ai stockée dans mon tableau, et je regarde si le montant il est bien de 20 €. C'est bon pour vous aussi? Donc notre test ici, on reprend les mêmes étapes que tout à l'heure. OK, il vérifie la logique métier via le use case. Il ne se soucie pas des détails internes. On peut le refactoriser, le code. Il se base sur un scénario comme résultat attendu. Il est isolé des dépendances non déterministes et externes comme la base de données, et il est rapide. Ça, moi, je suis persuadé, je lance sur ma machine ce test unitaire. Je n'ai pas la machine la plus récente du monde non plus. Il run en 1 milliseconde, quasiment sûr. C'est un test unitaire. OK. Donc si ça, c'est un test unitaire, sur le mythe qu'on avait au départ d'un test une classe, finalement, on voit qu'on est quasiment à l'opposé de ça. Et que c'est pas si compliqué de les mettre en place. En fait, il y a juste une chose à faire, c'est l'inversion de dépendance. Regrouper la logique métier, faire l'inversion de dépendance, et là, on peut tester le comportement. Mais pour ça, il faut déjà se centrer sur qu'est-ce qu'on veut tester, le définir en amont, et c'est les scénarios métiers qu'on veut tester. C'est pas
tel ou tel paramètre en fonction de si je teste telle classe, la structure et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ma manière de voir les choses. Ok. Ça fait, je sais pas, 40 minutes que je parle, on n'a toujours pas parlé de clean architecture. Il me reste que quelques slides. Du coup, quand c'est qu'on va voir le principe de clean architecture? Donc la clean architecture, c'est des grands principes. C'est cela. C'est finalement pas tellement le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Le schéma, il mélange beaucoup de choses. La clean architecture, il y a du DDD, il y a du CQRS, etc. C'est pas vraiment un schéma de clean architecture. C'est pour ça que ça fait peur souvent. C'est que les schémas qu'on présente dans la clean architecture et les bouquins, le bouquin il est comme ça pour pas dire grand-chose en vrai, c'est hyper compliqué, alors qu'en vrai, la clean architecture, c'est méga, méga simple. C'est isoler le code métier, ce qu'on appelle le domaine métier. Utiliser les use cases pour orchestrer la logique métier, ce qu'on appelle l'application, la couche application. La clean architecture, elle nous dit quoi? Elle nous dit il faut empêcher les couches application et domaine, ce qu'on appelle parfois l'hexagone, finalement c'est le cœur métier. Il faut empêcher que ces couches-là soient un peu parasitées par les dépendances externes, par les états partagés, par les détails techniques, par le framework et tout ça. Comment on fait pour éviter que notre logique métier, notre code métier, il soit parasité et il soit couplé à ces éléments-là? On utilise l'inversion de dépendance dans le use case. Donc, la clean architecture, finalement, c'est juste un moyen de pouvoir tester notre code. On l'a déjà mis en place actuellement. On n'a rien fait pour, mais juste en voulant tester unitairement notre code, on a mis en place la clean architecture. La clean architecture, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, en résumé ici, un test unitaire, il teste le comportement de la logique métier, découper des dépendances techniques. La clean architecture, elle permet de découper le comportement et la logique métier des dépendances techniques avec l'inversion de dépendance. Donc on voit finalement que les deux éléments, clean architecture et test unitaire, ils fonctionnent en symbiose. Je ne peux pas avoir une stratégie test unitaire si je n'ai pas de clean architecture, et en même temps une clean architecture sans faire de test unitaire, la valeur ajoutée, elle est quand même assez peu. Souvent, quand on parle de clean architecture, l'exemple qu'on voit ou l'argument qui est donné pour la clean architecture, c'est de se dire, si dans 6 mois, on veut changer de base de données, la clean architecture, elle va pouvoir me le faire facilement. En vrai, ça arrive quasiment jamais, ça. Je trouve que c'est un mauvais argument pour vendre la clean architecture. Par contre, je trouve que dire, OK, si je mets en place la clean architecture, je vais pouvoir tester unitairement mon code de manière assez facile. Et ça, moi, ça me parle parce qu'en fait, je l'utilise constamment. Le fait dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans 6 ans, modifier ma base de données, OK, ça peut être utile, la clean architecture va être utile pour ça. Mais c'est pas vraiment là, moi, où je trouve de la plus-value à la clean architecture. Et c'est pas une histoire non plus de dossier, de couches et tout ça. J'ai pas besoin d'avoir un dossier application, un dossier domaine pour avoir de la clean architecture. J'ai juste besoin de la version de dépendance. Donc voilà pour moi. C'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Essayer de vulgariser un peu ça. Ça, c'est le prochain événement Bordeaux JS. Vous avez le QR code pour accéder, j'imagine, directement à l'event LinkedIn. C'est ça, Florian? Ok. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse scanner. De toute façon, je vous mettrai les slides sur le LinkedIn. Je les enverrai à Florian aussi si jamais tu veux les utiliser. Et pareil, si vous voulez mon LinkedIn, vous avez le petit QR code pour y accéder et échanger, si vous voulez, sur ces sujets. C'est bon pour moi. Merci d'avoir écouté.